est ensemble pour le 10h midi avec vous, avec Alexis Bachelet. Bonjour, maire adjoint à Colombes. Bonjour. Vous êtes ancien député PS et chef d'entreprise aujourd'hui à AB Consulting. Régis de Castelnau, bonjour. Alors, bonjour, je prends mon élan. Avocat, vous avez un blog, Vue du droit, vous avez publié Une justice politique aux éditions de l'Artilleur et vous êtes membre de la rédaction de Front Populaire. Bonjour à vous, Kevin. Bonjour. Kevin Bossuet, professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis. Bonjour. Bonjour. Jérôme Rivière, député européen du RN, du Rassemblement National. Merci d'être là tous les quatre. On va revenir sur le volontarisme du gouvernement, vacciner matin, midi et soir. Ok, mais comment moins de blabla, plus de vaccins. C'était la phrase de Vincent Trémollet ce matin dans le Figaro. Moins de paroles, plus de vaccins. Faut-il refermer les écoles? On voit que de plus en plus d'écoles sont fermées, que des parents sont contaminés par leurs enfants. Est-ce que le pari d'Emmanuel Macron, il est en train de prendre du plomb dans l'aile? Et puis la mosquée de Strasbourg, future plus grande mosquée d'Europe. La ville a subventionné cette mosquée. Vous savez qu'à Strasbourg, c'est un petit peu particulier. Il y a le Concordat. Néanmoins, cette mosquée reçoit des fonds qui viennent de certaines associations qui sont pas forcément très républicaines. On va y revenir dans un instant. Petit tour de table de vos coups de cœur et vos coups de gueule. Jérôme, on commence avec vous. Jérôme Rivière. Le coup de cœur, c'est un coup de cœur avec beaucoup de tristesse. C'est le colonel Arnaud Beltrame qui mourait assassiné par un terroriste islamiste il y a 3 ans. Quand on avait vécu cet événement, on imaginait que c'était sans doute quelque chose de suffisamment traumatisant pour qu'un certain nombre de mesures soient prises, qu'on puisse ne plus jamais vivre cela, puisque c'est quand même l'objectif. Et malheureusement, on voit bien que depuis ces 3 années, on a eu les terribles attentats odieux qu'on oublie très souvent à Nice, où un certain nombre de fidèles avaient été assassinés à l'église Notre-Dame de Nice dans des conditions abominables. Même chose, terroriste islamiste. On a eu la décapitation de Samuel Paty. Qui aurait pu imaginer il y a 3 ans qu'on en arriverait à vivre ce genre d'horreur? Et en dehors d'un discours du président de la République, lorsqu'il appelait à lutter contre le séparatisme islamiste, qui donnait le sentiment que les choses avaient été comprises, la loi qui a été ensuite votée n'est pas du tout à la hauteur de l'enjeu. On continue d'ignorer ce péril islamiste. Je fais le saut avec ce qui se passe à Strasbourg, la construction de cette cathédrale qui est financée par le régime de Erdogan indirectement, qui lui-même a un projet qui est de rétablir une forme de califat islamiste sur l'ensemble du territoire européen, me fait craindre le pire. Donc le sacrifice héroïque du colonel Beltrame doit servir à nous réveiller, à prendre enfin les mesures qui nous permettent de lutter contre cette idéologie de mort. Il faut interdire l'islamisme, l'idéologie islamiste en France, c'est indispensable. Oui, alors ne pas faire le lien évidemment entre les mosquées et le terrorisme. Le financement, le financement pose problème, effectivement. Expert, il y a bien sûr des différences à faire. En même temps, c'est indispensable de nommer les choses. Et aujourd'hui, Erdogan, le régime de monsieur Erdogan, est un régime totalitaire qui a comme projet de faire la promotion, non pas de l'islam, mais de l'islamisme. On va en reparler. On va en reparler avec la mosquée. Alexis Bachelet, un coup de gueule. Oui, moi, c'est le score de Denis Sassou Nguesso dans une élection... malheureusement, à l'africaine, c'est devenu un petit peu courant, pas d'ailleurs seulement sur le continent africain, mais je pense que la démocratie est mise à mal quand dans un pays, le pluralisme n'existe pas et que les opposants sont mis en prison. C'est pareil. Dans beaucoup de pays, on voit aussi la situation en Birmanie, après le coup d'État militaire. Enfin, c'est un peu un coup de gueule par rapport à toutes les formes de régression démocratique dans beaucoup de pays, malheureusement. Et nous sommes...
quelques îlots de résistance dans un océan de tyrannie, c'est inquiétant. Oui, c'est effectivement l'ONU le machin est particulièrement inactif et silencieux. C'est vrai que ce qui se passe en Birmanie est absolument terrifiant. On tire à balles réelles dans la rue, les gens fuient la capitale, il y a des assassinats et vous avez raison. Ce qui s'est passé au Congo, 88,57% des voix pour Denis Sassou Nguesso, c'est quand même étonnant, puisque en plus son adversaire est décédé lundi. C'est quand même dans un contexte très particulier. Hein. C'est incroyable. Oui. Ouais. Je voudrais ajouter quelque chose. C'est la France-Afrique. Nguesso, il est là depuis 30, 40, 50, 60, 100 ans. C'est la France-Afrique. Alors, ce que je trouve très amusant, c'est qu'on est en train de se fâcher avec la Chine. On est aligné sur les positions américaines. On nous dit la Chine a mis l'Afrique en coupe réglée. La Chine défend ses intérêts sûrement. Moyennant quoi, la France-Afrique a encore de beaux jours. Je crois qu'il faudrait qu'on soit un peu modeste à certaines occasions. Sassou Nguesso est effectivement le candidat de notre pays et je pense que beaucoup d'intérêts sont bien contents qu'il soit réélu, même si c'est à ces conditions. 77 ans, 36 ans au pouvoir. Ouais. Voilà, c'est pas loin. Oui, non, ça dit tout. Alors Régis, vous, c'est un coup de cœur. Ah oui, c'est un coup de cœur. Surprise parce que j'ai regardé par hasard le documentaire de Canal sur les journalistes féminines, journalistes sportives. Je ne suis pas une salope, je suis journaliste, c'est le titre du... Alors le titre était un petit peu un peu excessif, mais j'ai trouvé ça vraiment très très bien parce que on avait affaire. Alors moi je regarde beaucoup le sport, je consomme beaucoup. J'ai mes journalistes féminines favorites, c'est clair. Je vais les nommer. Et masculine non? Et masculin, non? Oui, bien sûr, des commentateurs que j'aime beaucoup, etc. Vous savez, non, mais je dis, elles sont arrivées sur les plateaux et c'est vrai que ça a dû être dur pour elles. Elles le racontent très bien, avec mesure, sans se victimiser et tout. Alors bon, il y a Isabelle Hirtuburu parce que je suis un grand fanat de rugby, et Vanessa Lemoigne sur beIN. Je m'étais abonné pour le foot d'ailleurs, et donc j'ai trouvé que c'était mesuré, c'était intelligent, et on se rendait compte que on avait des combattantes là qui avaient dû s'imposer. Je trouvais que c'était pas mal du tout. Alors le lendemain, j'ai vu une séquence qui, paraît-il, a été coupée. Enfin, je sais pas très bien ce qui est arrivé à Francesca Antoniotti là sur un plateau. Et cette séquence était épouvantable, parce qu'on a vu que l'agression qu'elle a subie de Pierre Ménès était une humiliation, et son regard, etc. Et donc, je trouvais que c'était bien qu'il y ait ce documentaire que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et je pense que ça fera bien avancer les choses. D'ailleurs, elles le reconnaissent. Elles disent que au fur et à mesure, elles ont réussi à s'imposer et qu'il y a eu des progrès tout à fait incontestables. Voilà, c'était mon coup de cœur. Oui, et que Canal+ a laissé faire ce documentaire. Alors, ce sont tous les commentaires des hommes qui ont été coupés, mais j'ai envie de dire, Valérie, s'il n'y avait pas eu les coupures personne n'aurait regardé le documentaire. Est-ce que ce documentaire aurait eu une telle audience, et est-ce qu'il y aurait eu un effet de souffle aussi puissant, sachant que quand même ce qui est aussi révélé par ce documentaire, c'est une forme de protection, de complaisance vis-à-vis de ces pratiques à l'intérieur des équipes de la rédaction de Canal+, et avec Pierre Ménès, dont on découvre en fait avec un peu d'horreur qu'il y a eu beaucoup d'incidents depuis beaucoup d'années, et beaucoup trop d'incidents depuis beaucoup trop d'années. C'est un peu ce que rappelait Caroline Dehaas, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'en rend compte, c'est un petit peu tard pour réagir. Mais moi j'ai vu des choses se passer dans certaines rédactions, personne n'a réagi. J'ai même vu une expérience d'un homme qui a été condamné pour avoir harcelé une journaliste dans une entreprise, et il a été condamné à ne pas l'approcher à plus de 10 mètres. Vous vous rendez compte? Et le mec n'a pas été viré. À moins de 10 mètres. Et le mec n'a pas été viré. Donc ce sont des comportements qui ont été couverts de très longue date. Et voilà, et quand je vois aujourd'hui... Et le drame, Valérie, c'est que dans 90% des cas, ce sont les victimes qui partent. Absolument. Parce que si vous regardez, Nathalie Portonarno a quitté la chaîne. D'autres journalistes dans d'autres médias, notamment il y a eu à France 3, à la rédaction de France 3, je crois, il y a une journaliste qui avait subi. Et c'est souvent le cas.
Oui, mais il y a des progrès, et c'est pour ça que j'ai cité Isabelle Hirtuburu, parce que il y a 2-3 petites séquences que je connaissais, où elle est dans des stades, elle est sur la pelouse puisqu'elle interview, et les stades l'ovationnaient. Elle l'a raconté, ça faisait extrêmement plaisir. Non, mais évidemment. Sur le documentaire dont on a retiré, on n'a pas voulu qu'il y ait une confrontation avec les hommes, eh bien c'était un documentaire non mixte. Donc il y avait effectivement et c'était, moi je pense que c'était mieux. C'est possible. Je l'ai pas encore vu, moi, pour tout vous dire, donc je vais le regarder. Mais ce qui est très étrange, c'est qu'il n'y a eu aucune promotion faite de la part de Canal+. Nous qui avons une émission média entre 10h et 10h30, nous n'avons eu aucun communiqué de presse, aucune annonce sur ce documentaire. Allez, on se retrouve dans un petit instant. Il y aura le coup de gueule de Kevin Bossuet. On va reparler de la mosquée et puis on va reparler des vaccins. Tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi pour commenter l'actualité avec Alexis Bachelet, maire adjoint à Colombes, ancien député PS et chef d'entreprise, AB Consulting, Régis de Castelnau, avocat. Vous avez un blog, Vue du droit, vous avez publié Une justice politique aux éditions de l'Artilleur et vous êtes membre de la rédaction de Front Populaire. Kevin Bossuet, professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis et Jérôme Rivière, député européen du Rassemblement national. On a eu vos coups de cœur, vos coups de gueule, on va parler du vaccin, on va parler de l'incidence du virus dans les écoles et puis de la mosquée de Strasbourg, future plus grande mosquée d'Europe, financée, subventionnée à hauteur de 2,5 millions d'euros par la ville. Kevin, votre coup de gueule? Oui, un coup de gueule contre le New York Times, qui est devenu le journal du camp du bien et du politiquement correct, qui dans son édition du 18 mars nous raconte que Napoléon Bonaparte ne serait pas un héros à honorer. Et puis évidemment, donc on nous ressort tous les arguments débiles, comme quoi Napoléon Bonaparte aurait rétabli l'esclavage en 1802 sans remettre évidemment cet événement dans son contexte. On oublie délibérément également le fait qu'il ait également aboli la traite négrière. Et puis on nous raconte aussi que Napoléon aurait été un tyran et que ce serait aujourd'hui l'icône du suprémacisme blanc. Bref, des arguments complètement débiles. Je ne veux même pas rentrer dans l'argumentation historique parce que c'est déjà leur donner raison. Il faut quand même rappeler ce que c'est que le New York Times. Au moment de l'affaire Samuel Paty, le New York Times avait quand même raconté que l'assassin de Samuel Paty avait été victime de la police française. Donc c'est tout à fait détestable. Moi j'ai envie de dire, mais de quoi se mêlent ces gens? Est-ce que les Français se mêlent des héros que les Américains veulent honorer? Est-ce que nous, on se mêle de leur histoire? On porte un jugement sur l'histoire américaine qui est quand même à côté de la nôtre, bien vide et voilà, bien vide et peu intéressante. Et je veux dire, et derrière tout ça, on attaque la France parce que célébrer Napoléon, c'est célébrer la France et s'en prendre à Napoléon Bonaparte, c'est finalement remettre en cause notre culture, notre civilisation, notre identité. Donc à un moment, on honore Napoléon Bonaparte si on veut. Nous n'avons aucune leçon à recevoir du New York Times, aucune leçon à recevoir des Américains, aucune leçon à recevoir des racialistes, des indigénistes, des promoteurs de la cancel culture qui racialisent le débat public. On honore Napoléon si on le veut. Donc moi j'ai envie de dire vive Napoléon et vive l'empereur. Vive l'empereur. Bon, le New York Times, effectivement, on cite assez souvent, qui est à l'origine d'un certain nombre de dérives. Qu'est-ce que... voilà, on a fait le tour. Moi, je voulais évoquer Elisabeth Moreno, la ministre de l'égalité entre les hommes et les femmes, qui veut permettre aux élèves transgenres d'utiliser leur prénom d'usage à l'école afin de lutter contre les discriminations. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des cas tragiques d'élèves transgenres, d'adolescents transgenres qui se sont suicidés. Maintenant, on est en train de faire je trouve un peu choquant dans la mesure où ces jeunes, parfois, et je pense à ce petit garçon devenu fille qui a 8 ans et que la maman trimballe de plateau en plateau télé, qui veut s'appeler Lily. Elle a 8 ans, il a 8 ans. Est-ce qu'on peut pas lui laisser le temps de voir ce qu'il veut devenir? Est-ce que de tout de suite aller dans ce sens-là? Je sais pas, peut-être que je suis très intransigeante, mais je trouve que c'est pas le rôle de l'État d'aller faire ça. Je sais pas ce que vous en pensez, Kevin. Non, ce n'est pas le rôle de l'État. En plus, c'est extrêmement...
Enfin, minime, ça existe, il faut en parler, il faut les accompagner, il faut les aider, bien évidemment. Mais est-ce que c'est ça qui est essentiel aujourd'hui à l'école? Non, mais nous sommes passés en fait du culte de l'enfant roi au culte de l'enfant objet, où finalement les enfants cristallisent tous les problèmes sociétaux. Enfin, il y a un problème en effet de transidentité. Il y a des personnes qui sont très mal à l'aise parce qu'en effet, qui ont des sources d'angoisse très grandes parce qu'ils sont nés dans un corps de femme alors qu'ils se sentent hommes, ou ils sont nés dans un corps d'homme alors qu'ils se sentent femmes. Évidemment qu'il faut accompagner ces gens. Pourquoi pas faire une transformation, un changement de sexe? Moi, je suis pour tout cela, si ça peut les aider à vivre. Mais là, on est quand même dans autre chose. On est quand même en train de se servir des enfants pour des débats d'adultes, en fait. C'est ça qui est absolument incompréhensible. Et des débats politiques. Voilà, qu'on laisse les enfants à l'enfance. Les enfants ont besoin de grandir en dehors de toutes ces querelles partisanes et qu'on leur foute la paix à un moment. J'en ai marre, finalement, qu'on est passé du droit de l'enfant au droit à l'enfant, et c'est ce qui est en train de tuer nos sociétés. Oui, c'est. Non mais attendez, j'aurais voulu rajouter. Alors attendez, Régis a commencé à parler. Allez-y. Dans ce que Valérie pointait concernant cette petite fille, petit garçon qui veut s'appeler Lily, c'est comment la société du spectacle s'est emparée d'un problème, d'une réalité de problème. Moi, je suis désolé. Moi, je serais responsable de l'aide sociale à l'enfance. Je retirerais cet enfant à sa mère qui est manifestement toxique. C'est toute cette espèce de surenchère médiatique, et que la ministre vienne aujourd'hui se préoccuper de ce problème qui doit pouvoir se traiter dans la réalité, qui doit pouvoir se traiter dans l'intimité, exactement, dans l'intimité et la pudeur, hein, et parce que ce sont des problèmes qui peuvent effectivement finir tragiquement, tout à fait, mais qu'on arrête de mettre ça en scène, quoi. C'est terrible. Et puis de légiférer, c'est-à-dire qu'après c'est au cas par cas, j'imagine, par établissement. Alexis Bachelet. C'est-à-dire que c'est un peu la fuite en avant dans le tout émotion et spectacle, où effectivement on croit régler des problèmes de société en venant sur un plateau de télé. Ouais. Et il y a des chaînes qui se sont spécialisées là-dedans, comme avant il y avait des émissions. Et sur le sujet précédent, à propos du documentaire de Canal+, c'est vrai que voir Pierre Ménès venir se défendre le soir même avec des extraits de... Enfin, on voit bien que tout est prétexte en fait à faire de l'audience et à mettre en scène, à manipuler les émotions pour faire de l'audience. Et donc il y a une sorte de fuite en avant à l'impudeur. Et en réalité, on se rend compte qu'il n'y a plus de limites. Voilà. Donc, on ne respecte pas les enfants, on ne respecte pas. Oui, mais là, c'est le politique. Là, c'est le politique qui s'en mêle. C'est-à-dire que le politique. Mais le politique, en fait, accompagne cette fuite en avant, alors qu'il devrait la combattre et qu'il devrait refixer des repères. En fait, voilà, on s'aperçoit que même des ministres aujourd'hui, et ça ne date pas d'ailleurs de Madame Moreno, hein, Madame Schiappa et d'autres avec elle, sont complètement dans la confusion entre le spectacle, la politique et l'émotion, et il y a une sorte d'accélération. Tous les sujets maintenant s'y prêtent, et je trouve ça effectivement assez déplorable. Oui. Pardon, je partage ce qui vient d'être dit. Je renverserai l'ordre des choses. En fait, je ne pense pas que les politiques accompagnent. Je pense que ça correspond à une vision une vision certaine de la politique, c'est-à-dire un ultralibéralisme qui nous a fait passer du statut de citoyen au statut de consommateur, puis au statut de produit. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est un business extrêmement rentable que ces opérations de changement de sexe. Vous en avez aux États-Unis de plus en plus. Ça rapporte beaucoup d'argent. C'est une société qui est orientée exclusivement sur la consommation. Donc il faut des produits. Et là, on utilise les enfants comme vecteur de consommation. C'est absolument abject. Est-ce que le politique doit s'impliquer? Mais bien sûr que le politique doit bien sûr s'impliquer, parce qu'il faut rétablir l'ordre des choses. Par ailleurs, c'est vrai que c'est tragique pour un certain nombre de jeunes gens qui, je ne nie absolument pas le fait qu'il y ait une réalité pour certains d'entre eux. Mais il s'agit de nombre d'enfants extrêmement faibles. Si on doit penser aujourd'hui à la tragédie que vivent les enfants, c'est les 80% d'augmentation d'admission dans les services
services psychiatriques des moins de 15 ans depuis le début de la pandémie. C'est ça, moi, qui m'inquiète pour notre enfance. 80% d'augmentation pour les moins de 15 ans. Et donc là-dessus, il faut aussi que le politique se saisisse de ce dossier, qu'on arrête de faire régner une peur et une psychose, plutôt que de s'intéresser à des dossiers qui concernent effectivement très 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 peu de gens. Oui, une auditrice me dit, Marianne a consacré un grand papier sur les enfants accompagnés très précocement et qui des années plus tard en souffrent et qui auraient préféré avoir le temps de mûrir et peut-être être un garçon efféminé ou une fille, et que quand on est un petit enfant ou quand on est un adolescent, on n'a peut-être pas tout à fait sa sexualité bien sûr, complètement fixée. Allez, on se retrouve dans un instant, on va parler des vaccins. À tout de suite. On est ensemble pour commenter l'actualité avec Alexis Bachelet, Régis de Castelnau, Kevin Bossuet et Jérôme Rivière. Donc vaccinés matin, midi et soir. C'est ce qu'a demandé le président de la République hier. Matin, midi et soir, ok. Mais avec quel vaccin? C'est toujours la même question. Cette campagne qui a été démarrée il y a 3 mois a été tributaire des approvisionnements ou des non-approvisionnements. Les déconvenus du vaccin AstraZeneca avec, moi j'entends depuis hier des gens qui ne veulent pas se faire vacciner par le AstraZeneca. Et donc cette phrase de l'éditorialiste du Figaro, Vincent Trémollet, plus de vaccins, moins de baratin. Et est-ce que c'est votre sentiment d'entendre du baratin, Jérôme Rivière, depuis hier? On est, mais pas depuis hier, depuis des jours et des jours. On se moque des Français, on nous explique depuis le début de cette pandémie que ce qui semble évident, ce qui est de bon sens, les masques, c'est pas nécessaire, on en a pas et ça devient tout d'un coup obligatoire, ce qui était une bonne chose. Les tests, c'est pas nécessaire, on se rend compte que c'est indispensable, on le fait. On n'a pas de traitement aujourd'hui parce que la France a refusé d'investir sur des projets de traitement qui auraient pu nous mettre en capacité de traiter le Covid, parce qu'il faut quand même bien le dire, on va vivre avec ce virus pendant des années et donc il faut savoir le traiter. Et aujourd'hui, c'est la même chose. On dit il faut vacciner, sachant que le choix d'Emmanuel Macron, d'Olivier Véran, de Jérôme Salomon, de Nicolas Revel, parce que c'est le trio infernal qui conseille le président de la République, c'est de se lier exclusivement et totalement à la décision de l'Union européenne. Or, l'Union européenne, dans sa fonction la plus sobre, n'a même pas su servir comme centrale d'achat. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit on va payer moins cher. Donc ils ont gratté quelques euros pour le prix de chaque vaccin, alors que les laboratoires, on le sait tous, leur objectif c'est de gagner de l'argent, et donc ils ont vendu à ceux qui payaient plus. Et donc Emmanuel Macron nous a menti quand on nous disait quoi qu'il en coûte. C'est pas vrai. Si c'était quoi qu'il en coûte, on les aurait payés plus cher, ces vaccins, et on en disposerait aujourd'hui, et ça nous coûterait finalement moins cher. Vous qui êtes responsable du groupe RN au Parlement européen, vous êtes bien placé pour savoir que l'Europe a quand même été d'une indigence totale. Mais c'est bien ça, c'est que l'Europe a appliqué cette politique qui était de dire on va payer moins cher. Mais si on paye moins cher le médicament, dans la réalité on paye tous les jours près d'1 milliard d'euros, ça nous coûte, on paye pas, ça nous coûte tous les jours environ 1 milliard d'euros d'avoir une forme de semi-confinement, de confinement ou de couvre-feu. Et donc Emmanuel Macron nous a en plus menti sur le quoi qu'il en coûte. Et donc c'est une politique qui n'a aucun sens. Et aujourd'hui encore, on sait que le vaccin Sputnik V va passer par les fourches codines des autorités de santé et de sécurité du médicament, qu'elles soient européennes, qu'elles soient françaises, italiennes ou allemandes. On sait que ça va arriver au début du mois de juillet. Les Allemands, les Italiens ont décidé de préparer ce vaccin et donc d'établir des chaînes de production ou de flaconnage de ce vaccin en achetant la licence. Nous, on continue d'être dans le déni en disant ça ne sert à rien, on ne s'occupera de ce dossier que lorsqu'il sera approuvé par les autorités de santé. Et vous verrez au mois de juillet, on nous dira oulala, le temps que ça se mette en place, on ne disposera pas de ce vaccin avant le mois de septembre. Ils sont incohérents du début jusqu'à la fin. On risque d'en avoir trop, comme a dit Patrick Mignona hier, si on commandait le Sputnik. Sans oublier Thierry Breton, qui refuse en disant le 14 juillet, on va tous défiler vaccinés. Une arrogance, ce garçon, d'une arrogance. Mais alors, on a déjà, c'est vrai qu'on a déjà eu ce débat sur l'incurie, la mauvaise gestion, le retard et tout ce qui... Là, on voit qu'aujourd'hui, le gouvernement est en train d'avancer sur le reconfinement des écoles. On voit qu'il y a une incidence qui est en train de monter très très fort, ce qui avait été prévu, je le dis, par les épidémiologistes. En Ile-de-France, le taux d'incidence sur les moins de 10 ans est passé de 129 à 275 cas pour 100 000 habitants. Et pour les 10-19 ans, écoutez bien, c'est 673 cas pour 100 000 habitants. Vous n'êtes pas vacciné Non.
Mais j'aimerais bien me faire vacciner. Et donc j'attends cette campagne de vaccination des enseignants avec impatience. Parce que nous, on est en première ligne. Alors moi, je suis pour maintenir les écoles ouvertes. Moi, je pense que c'est quelque chose d'excessivement important. Quand je vais dans ma salle de classe, je sais très bien que je prends un risque. Je sais très bien que les établissements scolaires sont des clusters. Mais j'assume ce risque parce que je considère que l'école de la République doit rester ouverte et que l'éducation de tous les enfants doit être préservée. Moi, j'ai trop vu pendant le premier confinement les conséquences de la fermeture des écoles, des gamins qui n'avaient plus accès à la cantine, qui n'avaient plus de repas équilibrés, des gamins qui ont subi de la maltraitance aussi bien physique que psychologique, des gamins qui ont beaucoup décroché. Et c'est pour ça que je ne suis pas un macroniste dans l'âme, mais pour le coup sur la question éducative, je pense que Jean-Michel Blanquer a véritablement honoré la République, honoré la France en luttant contre tous ces toubibs qui voulaient fermer les écoles, et finalement il a décidé de les maintenir, et donc bravo à lui. Oui, mais à quel prix et à quel prix dans le sens sanitaire, Alexis Bachelet? Je vous confirme que dans ma commune, il y a de plus en plus de classes qui ferment à cause de la diffusion du Covid et notamment chez les enfants, effectivement. Bien sûr. Et quand il y a des fratries, par exemple, ça fait tout de suite un nombre important de personnes infectées. Et effectivement, il y a une grande inquiétude du personnel enseignant et des personnels municipaux, parce que vous savez que la spécificité à l'école, c'est que vous avez une séparation entre l'éducatif et tout ce qui est la logistique, les bâtiments. Et donc, nous, on est, en tant qu'élus locaux, confrontés à cette montée de la pandémie, de ces cas et les inquiétudes. Et évidemment, on souhaite maintenir les écoles ouvertes parce que le premier confinement a eu des effets particulièrement déstabilisants et nocifs pour les enfants et pour les familles. Mais en même temps, objectivement, je ne sais pas si on va pouvoir tenir. Parce que quand vous allez avoir des écoles dont la moitié des classes vont être fermées à cause de la diffusion du virus, ça n'aura plus beaucoup de sens. Vous allez revenir à un système à plusieurs vitesses où il y a ceux qui pourront continuer à aller à l'école et ceux qui ne le pourront plus. Donc c'est vrai que moi j'exprime ici une inquiétude fondée sur notre expérience des derniers jours où vraiment tous les témoignages que nous recueillons vont dans le sens d'une accélération de la diffusion de l'épidémie, et notamment à l'école, et notamment chez les enfants de moins de 10 ans. Donc c'est vrai que on fait évidemment, tout est fait dans le strict respect des protocoles sanitaires, les ports de masques pour les enseignants, pour les personnels, pour les enfants, mais malgré ça, on note une progression inquiétante de l'épidémie. Et avec une contamination du coup des parents, puisque les enfants ne développent pas de... Une contamination qui se fait dans les foyers. Dans les foyers. Et les enfants viennent à l'école avec le virus et donc peuvent contaminer d'autres personnes. Oui. Régis de Castelnau. Oui, je voudrais revenir quand même sur la catastrophe en ce qui concerne la gestion par ce pouvoir de la pandémie. Ils ont tout raté. Et on parle de l'horrible semaine d'Emmanuel Macron, mais l'horrible semaine de tout ce gouvernement. L'histoire de l'attestation, le faux confinement, et puis alors AstraZeneca, c'est un vrai cauchemar. La façon dont ça a été géré en termes. Je comprends très bien que les gens puissent avoir une appréhension. Personnellement, je l'ai pas. Ma chère Valérie, ça fait un moment que je demandais dans cette émission à être vacciné. Je serai vacciné vendredi à 14h30 avec AstraZeneca. J'ai pas d'état d'âme, donc peut-être que j'aurai une thrombose juste derrière. Mais en tout cas, si vous voulez... On n'a pas des gens dont on peut penser qu'ils sont capables de rendre les bons arbitrages. Parce que ce sont des arbitrages. On fait un bilan coût-avantage et on choisit. Absolument. Effectivement, garder les écoles ouvertes, c'est parce qu'on privilégie telle et telle donnée, et en sachant que ça aura nécessairement un impact sanitaire. Mais comment voulez-vous faire confiance à des gens qui naviguent à vue de cette façon-là, qui disent tout et le contraire de tout? Le vaccin AstraZeneca est formidable, nous dit le Premier ministre. Le lendemain, le président le suspend pour faire plaisir à Angela Merkel, etc. Enfin, je veux dire, c'est à ce point de vue catastrophique. Alors, sur le vaccin lui-même, il est clair, et on voit ce qui se passe. Alors, moi, je veux rester très prudent sur la façon dont on appréhende tout ça, l'impact des mesures, le confinement, ça marche pas. Moi, je vais rester très circonspect, mais
Ce que je veux dire, c'est que on voit bien que la vaccination, c'est quand même la voie qu'il faut emprunter. Et de ce point de vue-là, il faudrait qu'on soit beaucoup plus performant qu'on ne l'est. On voit la Grande-Bretagne ou qu'on voit Israël, pas seulement parce qu'ils ont repris pour certains des vies normales, etc., mais parce que lorsqu'on regarde les statistiques, effectivement, les classes d'âge qui ont été vaccinées, eh bien, la mortalité s'effondre. Ouais. Tout simplement. J'ai vu que ça concernait la Floride, qui avait supprimé toutes les contraintes, et on a dit mais qu'est-ce que c'est que cette folie? Le problème, c'est qu'en parallèle, ils ont vacciné massivement et ils ont un effondrement des contaminations et des décès. On rappelle quand même les chiffres au niveau européen. Sur 20 millions de personnes, 7 cas de caillots disséminés, 18 caillots cérébraux ont été notifiés. Donc voilà, évidemment, si ça tombe sur vous, c'est compliqué. On va en reparler dans un instant. Restez avec nous sur Sud Radio. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi. On parle des écoles, de la contamination qui est en augmentation. C'est ce que nous disait Alexis Bachelet dans les écoles. Est-ce que le Premier ministre, est-ce que le Président de la République pourront tenir sans fermer les écoles? Certains médecins suggèrent qu'on avance les vacances scolaires pour confiner un peu plus longtemps. Mais c'est vrai que ce confinement, Jérôme Rivière, vous me le disiez pendant la publicité, est catastrophique pour l'économie aussi. Le rapport sur le risque par rapport au coût du confinement, il n'est plus supportable. J'ai par ailleurs une entreprise, effectivement. À partir de la semaine dernière, quand on a commencé à parler d'un éventuel troisième confinement, on a vu les commandes se tarir parce que les Français sont inquiets, que pour vendre, pour avoir une économie qui fonctionne, encore faut-il des clients. Et aujourd'hui, cette psychose absolue interdit des clients. Je vous rappelle que dans le premier confinement, on a créé en 3 mois 1 million de pauvres supplémentaires en France, ce qui est atroce, parce que quand on parle de pauvres, c'est des gens qui ont du mal à vivre, à se nourrir, à se loger, et que là, en l'espace d'1 mois, je pense que la situation des entreprises est telle que c'est le même risque que nous prenons de façon accélérée. Et encore une fois, quand on dit pauvres, ça veut dire que ce sont des gens qui ont du mal à se nourrir, ça va avoir des conséquences sur la santé. Et donc la mortalité qui sera comme conséquence dans quelques années va être bien pire. Donc il n'est plus possible aujourd'hui de réaliser un confinement. L'économie française est en train de s'atrophier, de mourir. Et donc il faut trouver les moyens, que le gouvernement mette à disposition des chaînes supplémentaires et soit pragmatique dans la façon dont il veut faire les choses. Et par ailleurs, rappelons-le, les Français sont raisonnables et responsables. On connaît les personnes à risque. On sait quelles sont les personnes. Mais aujourd'hui, si vous écoutez les médecins, non, c'est pas. Il y a 2 sortes. Vous avez 2 médecins. Vous avez 2 médecins. Vous avez le médecin administratif, patron de la PHP, qui vous explique c'est terrible, j'ai pas assez de lits et qui gère ça de façon budgétaire. Vous avez les médecins praticiens qui continuent de dire aujourd'hui qu'il y a quand même un profil très particulier des personnes qui sont hospitalisées. C'est faux, Jérôme Rivière, c'est faux. Depuis quelques jours, vous avez des médecins. Moi, je vous avez une augmentation est une réalité. Une augmentation est une réalité, mais c'est le profil a changé. Vous avez des jeunes aujourd'hui sans comorbidité, des gens de 30 ans, 40 ans, qui se retrouvent aujourd'hui en réanimation. Je n'ai pas dit qu'il n'y en avait pas. Je veux dire, en termes de quantité, ça reste aujourd'hui totalement peu nombreux par rapport aux personnes qui ont des comorbidités. Mais on ne sait pas ce que ça va donner dans les semaines qui suivent. Qui veut réagir? Moi, je veux bien réagir, Valérie. Bon, d'abord, effectivement, le virus, il a muté. Il y a des variants qui sont plus contagieux. Qui se transmettent plus facilement et qui, dont les effets sont aussi plus graves, avec des formes plus graves. Il n'y a qu'à écouter ce que disait Angela Merkel, je crois que c'était hier, où elle avait un discours quand même, et Angela Merkel n'est pas quelqu'un qui a l'habitude de perdre son sang-froid, ni d'ailleurs les Allemands d'une manière générale, et elle a tenu des propos quand même extrêmement alarmants et inquiétants sur la situation de la pandémie en Allemagne. Je pense que la France subit également ces variants et ce regain de contagion lié à la transmission accélérée du virus. Moi, ce que je tiens à dire, je ne reviens pas sur tout ce qui a été dit sur la gestion un peu accablante de la pandémie depuis 1 an. Ça ne sert à rien de le répéter en boucle. On le répète tous les jours. Tout le monde est au courant. Donc la solution, elle est de 2 ordres. D'une part, elle est effectivement de faire tout pour que le vaccin puisse être administré à un nombre beaucoup plus important de nos concitoyens. J'ai vu que le gouvernement préparait des vaccinodromes. Je pense qu'effectivement, il faut changer d'échelle, mais évidemment, ça dépend aussi de la capacité à se procurer le dit vaccin. On sait qu'on a été très en retard par rapport à d'autres pays et qu'on a eu du mal
qu'on a du mal encore aujourd'hui à monter en puissance. Après, malheureusement, j'ai envie de dire, le reconfinement, il est lié à tous ces choix un peu erratiques et à cette difficulté du gouvernement à tenir des positions dans la durée, parce que même si les dégâts sont considérables, et je partage évidemment les inquiétudes et le constat sur la montée de la pauvreté et de la précarité, il faut aussi constater que dans beaucoup de nos hôpitaux, il n'y a quasiment plus de capacité d'accueil supplémentaire. Et en réalité, si vous vous rappelez, le premier confinement, comme le deuxième d'ailleurs, c'est toujours indexé sur la capacité de prise en charge des patients. Étant entendu que si demain, on se retrouve, comme on l'a vu d'ailleurs au moment du début de la pandémie dans certains pays, avec des gens qu'on mettra dans les couloirs de l'hôpital parce qu'on ne pourra pas les intuber, on ne pourra pas les prendre en charge correctement et qui vont mourir quasiment par terre dans des brancards, je pense que M. Rivière et d'autres sera le premier à aller sur les plateaux pour dire c'est scandaleux, on laisse les gens mourir. Donc la réalité, c'est que notre système sanitaire, il a une capacité d'absorption, de traitement d'un certain nombre de cas, et que quand le nombre de cas déborde, eh bien on ne peut plus le gérer. Et donc le gouvernement, peut-être même qu'il a pris déjà des décisions trop tardives, parce qu'il n'est pas exclu aujourd'hui que dans un certain nombre d'hôpitaux, il y a de toute façon des gens qu'on ne pourra pas accueillir de manière satisfaisante. Ouais. Mais c'est vrai. Mais ce qui est vrai, c'est le problème de la capacité. En un an, on n'a pas créé de lits, on les a supprimés. Donc il est temps aujourd'hui. On les a pas supprimés, on les a pas augmentés. Si, il y a des lits pérennes qui ont été supprimés. Il y a des lits pérennes qui ont été supprimés. Si, il y a même une capacité d'accueil supérieure parce qu'on a mutualisé avec les cliniques privées, ce qui n'avait pas été possible au début de la pandémie, où il y avait eu une sorte de difficulté à coordonner l'hôpital privé et l'hôpital public. Et apparemment, aujourd'hui, ça fonctionne mieux. Mais il y a beaucoup plus de capacité d'accueil à l'hôpital privé. Même Emmanuel Macron dit que ça ne marche pas avec le privé. Donc cet argument de dire il faut plus de lits, c'est plus de malades aussi. Je veux dire, c'est aussi ça la réalité. Non, c'est pas plus de lits. C'est pas parce qu'on augmente le nombre de lits qu'on augmente le nombre de malades. Bien sûr que si. Si, parce que si l'argument des gens qui disent il faut plus de lits, c'est pour dire comme ça les hôpitaux ne seront pas surchargés. Donc c'est de dire aujourd'hui qu'on est face à une pandémie, qu'on n'a pas réussi et que le gouvernement a loupé la stratégie vaccinale. Absolument. Et qu'aujourd'hui on est obligé, parce que ce serait abominable de devoir laisser des gens sans pouvoir les traiter, que la vision des ARS qui a continué pendant un an, ça a été une vision budgétaire, et c'est de gérer ça avec un maximum de taux d'occupation des lits, et c'est absolument abject, abominable qu'on ait aujourd'hui des dirigeants en matière de santé publique qui gèrent de façon budgétaire les ARS et donc la présence de lits. Le président de la République avait dit quoi qu'il en coûte, c'est un mensonge, c'est pas quoi qu'il en coûte. Si c'est quoi qu'il en coûte, on aurait 28 000 lits de réanimation comme en Allemagne. Alors, Régis... Moi, je voudrais répondre à Alexis sur. On sait très bien qu'ils ont échoué, etc. Ils ont échoué en tout. Mais il faut arrêter d'en parler. Non, bon sang de bonsoir. Moi, je me rappelle qu'on a eu un président de la République qui est venu nous dire doctement, on est en guerre. Oui. Je rappelle que Joffre, en 14-18, dans les 2 premiers mois de la guerre, il a foutu dehors 169 généraux qui ont été envoyés à Limoges, d'où l'expression. Monsieur Salomon est toujours là. Madame Buzyn a été recasée. Monsieur Véran est toujours ministre. Comment voulez-vous qu'on ait confiance? On a Madame Bachelot qui va parader partout, qui ne respecte pas les gestes barrières, qui, bien que vacciné une première fois, attrape le Covid, est hospitalisé aujourd'hui. Mais qui sont ces gens? Non, je pense qu'il faut restaurer. Non, mais Régis, j'ai pas dit qu'il fallait pas en parler. D'ailleurs. Oui, non, mais c'est vrai qu'il a raison, Alexis, dans le sens où on ressasse un peu tout ça tous les jours. On ressasse pas. Il faut, vis-à-vis de ce pouvoir, avoir des exigences. C'est insupportable. Ouais. La façon dont, y compris, dont on voit dans les médias, etc., l'indulgence dont bénéficient ces gens, c'est quand même extraordinaire. Quand même là, Régis, on regarde pas les mêmes choses. La politique, c'est ça. Il est anormal que M. Salomon soit toujours là pour ne prendre que cet exemple. Déjà, il devrait être poursuivi. Laurent Salomon révèle. Ça sera peut-être plus efficace. Oui, alors le problème du gouvernement, c'est qu'il fait beaucoup d'erreurs, mais qu'il ne les admet pas en fait. C'est toujours une autosatisfaction permanente et on a l'impression qu'on nous prend pour des débiles. Enfin, vous avez vu ces derniers jours avec ces règles complètement débiles qui sortaient de je ne sais où, mais nous ne sommes plus des enfants. Il faut arrêter comme ça de nous infantiliser. On a compris au bout d'un an qu'il fallait porter
porter le masque, il fallait se laver les mains avec du gel hydroalcoolique. Enfin, à un moment, il faut arrêter de nous prendre pour des débiles. Et moi, j'aimerais aussi que le politique prenne le pas sur le sanitaire. Évidemment, l'aspect sanitaire, c'est quelque chose d'important. Mais moi, je n'ai pas voté pour des médecins, j'ai voté pour un président de la République. Quand M. Macron dit qu'il faut laisser les écoles ouvertes, c'est un choix politique et il l'assume. Et c'est en effet très bien parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus se payer un second confinement dans l'éducation nationale. On ne peut plus fermer les écoles. Regardez ce qui se passe en psychiatrie. Une augmentation de 80% des hospitalisations en pédopsychiatrie à l'hôpital Robert Debré. Les pédopsychiatres nous racontent qu'ils voient de plus en plus de tentatives de suicide chez les adolescents, des adolescents qui n'ont plus de repères, qui tombent dans la boulimie, qui tombent dans l'anorexie, qui tombent dans la dépendance vis-à-vis des jeux vidéo. Ce n'est plus possible. Et de manière pragmatique, moi je ne suis pas certain que ce soit à l'école qu'ils se contaminent, parce qu'on respecte les gestes barrières, on respecte le port du masque. Je pense qu'ils se contaminent en dehors, quand ils vont au supermarché, quand ils jouent ensemble sur le terrain de foot, etc. Donc à un moment, assumons le fait de laisser les écoles ouvertes. Ne tapons pas toujours sur ce gouvernement, parce que pour le coup, sur cette chose-là, moi je le soutiens, mais vraiment. Allez. Kevin, tu as un petit côté Jean Castex là, parce que c'est un peu la méthode Coué. C'est pas parce que ils vont dire qu'il faut. En plus, je veux dire, à chaque fois que le gouvernement a choisi une ligne stratégique, il a été démenti par la réalité. Parce que je te rappelle qu'il y a quelques semaines, on nous expliquait qu'on n'allait pas reconfiner parce qu'on avait mis en place du couvre-feu et que les effets du couvre-feu allaient nous éviter le reconfinement. Ouais. Or, quelques semaines après, il y avait des gens qui disaient non, mais de toute façon, il est probable qu'on n'évitera pas un reconfinement. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Le couvre-feu, on a eu beau l'abaisser à 18h dans tout un tas de départements. Aujourd'hui, on est reconfiné quand même. Et moi, je t'annonce que si, effectivement, dans les jours qui viennent, c'est une question de jours, l'épidémie, elle est incontrôlable et qu'on a des milliers de classes qui ferment un peu partout en France, eh bien, le gouvernement sera obligé de se plier à cette réalité que le virus est hors de contrôle. Et donc, on risque d'avoir, effectivement, je ne le souhaite pas. Ouais. Je l'ai déjà dit, je ne vais pas le répéter. Je pense que tout ce qui peut être fait pour maintenir les classes ouvertes doit l'être. Allez, à un moment donné, ça peut être inopérant aussi sur le réel. Voilà. On se retrouve dans un instant et on va parler donc de la mosquée de Strasbourg, future plus grande mosquée d'Europe, la ville qui va subventionner, qui a accordé une subvention de 2,5 millions d'euros pour la construction de cette nouvelle mosquée qui est tenue par une association pro-turque qui a refusé de signer la charte des principes de l'islam de France. Est-ce bien normal ? À tout de suite. On va parler de cette mosquée de Strasbourg qui fait polémique. Juste une précision sur Roselyne Bachelot. Elle a effectivement été vaccinée, mais on peut contracter le virus après avoir été vacciné parce qu'en plus, il faut un temps avant que le vaccin soit efficace. Donc, 15 jours, 3 semaines, oui. 15 jours, 3 semaines. Donc, pour l'AstraZeneca, c'est parce que je me suis un peu renseigné quand même. Ouais. On est protégé à 60% après la première injection, mais il faut attendre 15 jours, 3 semaines. Oui, c'est ça. Donc, je pense qu'elle l'avait avant de se faire vacciner. Oui, j'ai un ami à qui c'est arrivé aussi, qui a été vacciné et qui a eu le Covid. Donc, c'est pas, faut pas tirer de conclusion. Mais c'est comme pour la grippe. Hein. Chaque année, il y a des gens qui ont été vaccinés contre la grippe qui, malgré tout, attrapent la grippe. Absolument. La mosquée de Strasbourg, donc Gérald Darmanin s'est opposé fermement à la mairie Europe Écologie Les Verts de Strasbourg qui a accordé donc une subvention de 2,5 millions d'euros pour la construction d'une nouvelle mosquée. Alors il faut dire que c'est un projet qui avait été décidé il y a déjà de nombreuses années, mais ça représente 10% du budget du financement de cette mosquée. Une mosquée qui pose problème dans le sens où elle est soutenue par Millî Görüs. C'est une association réputée proche de la Turquie. C'est une association qui a refusé de signer la charte proposée par le ministère de l'Intérieur. Est-ce que vous êtes choqués ? Est-ce que alors il y a cette histoire de concordat qui permet de financer les cultes dans tout ce qui est Alsace-Lorraine. Moi, je voudrais répondre sur le concordat. Alors, donc, commencer par ça. J'ai entendu la maire ou la mairesse, je ne sais pas comment on dit, de Strasbourg venir donner comme simple explication. Oui, mais juridiquement, j'ai le droit, on peut. Oui, d'accord, très bien, mais c'est pas le sujet. Il y a une souveraineté de l'Assemblée délibérante, c'est-à-dire du conseil municipal, qui a pris la décision de fond. Le fait que le concordat le permette ne rend pas la subvention obligatoire. C'est assez étonnant d'ailleurs de voir cette question de subvention. On apprend aujourd'hui que l'UNEF a 600 000 euros par an de subvention, ce qui n'est pas rien. Il n'y a pas un droit à la subvention et ceux qui les accordent prennent leurs responsabilités.
politique. Donc c'est bien une décision politique qui a été prise et c'est celle-ci qui doit être débattue. La question du concordat, je vais dire, est un peu secondaire. Oui, effectivement, la loi de 1905 ne s'applique pas comme elle s'applique dans le reste du territoire parce que est resté cette question du système allemand antérieur à 1918. J'ajoute une petite méchanceté. C'est que je trouve très amusant de voir les gens de la France insoumise passer leur temps à exiger que le concordat soit abrogé et que la laïcité soit la même partout sur le territoire. Mais là, ils ne voient aucun inconvénient à ce qu'on subventionne d'après ce que j'ai vu, à ce qu'on subventionne cette mosquée. J'y vois une petite contradiction. Oui, Alexis Bachelet. En fait, il faut quand même prendre le temps de se renseigner sur le contexte strasbourgeois. Moi, ce que j'ai lu, c'est que la ville, depuis très longtemps, subventionnait l'ensemble des lieux de culte en investissement, ce qui n'est possible d'ailleurs qu'en Alsace-Moselle, à raison de ce que Régis vient d'expliquer, c'est-à-dire il y a un régime spécifique pour les cultes et ça n'existe nulle part ailleurs, parce que dans aucune ville en France, ça serait possible de financer une mosquée, grâce une synagogue, à la loi de 1905. Voilà, c'est vraiment un système particulier lié à l'Alsace-Moselle. J'ajoute que pour être élu dans ma commune à l'urbanisme, quand on en est à verser le subventionnement d'un projet, ça veut dire que ce projet il a été conçu depuis des années et des années. Donc en réalité, c'est la municipalité précédente qui a monté le dossier, qui a peut-être même déjà délivré les permis de construire. Donc la nouvelle municipalité est installée depuis quelques mois et elle, finalement, poursuit un projet qui date probablement d'une décennie. Parce que ça date de 1999, sauf que depuis 1999, il ne vous aura pas échappé qu'il s'est passé un certain nombre de choses et qu'on peut peut-être... Si je peux terminer, Valérie, allez-y. Je termine sur mon point bâtiment. Une chose est la construction d'un bâtiment, que ce soit une mosquée ou autre chose. Une autre chose est l'association qui va gérer. Il semblerait que le problème, ça ne soit pas la construction de la mosquée en tant que telle, puisque c'est un projet ancien et qui semblait faire consensus jusqu'à ce tweet de Gérald Darmanin, mais qu'on ait des doutes sur l'association qui est susceptible ensuite de la gérer. Et donc moi, ce que je dis tout simplement, c'est que si il y a des doutes, il y a des accusations, pas des doutes, on a des certitudes. Miligoru, c'est une association qui semble-t-il est proche de la Turquie et peut-être même de M. Erdogan. Oui. Si c'est le cas, il suffira d'appliquer les nouvelles dispositions de la loi sur les séparatismes pour exiger de cette association soit qu'elle s'engage sur les chartes et sur mais elle le refuse. Elle le refuse. De la laïcité elle le refuse. De la République, ou alors, alors elle sera éliminée, elle sera écartée. C'est ce qui s'est passé avec la mosquée de Pantin. On a changé la direction de la mosquée. Et donc, je crois qu'il faut distinguer quand même les sujets et ne pas faire une sorte d'opération un peu de politique à court-termisme où on mélange tout et en fait, on n'y comprend plus rien. Quand on explique les choses les unes après les autres, on comprend parfaitement qu'il y a un projet de mosquée qui est ancien, que visiblement, on arrive à la fin du processus de financement de ce projet, auquel a accepté de participer à la mairie de Strasbourg. Mais j'imagine que ça ne date pas d'aujourd'hui. Par contre, effectivement, je pense qu'il faut être extrêmement vigilant sur cette association Miligoru. Et si elle n'est pas dans le respect de ce qu'on est en droit d'attendre d'une association de gestion d'un lieu de culte, eh bien, l'écarter et rétablir les règles de droit. Jérôme Rivière. Je rappelais tout à l'heure le colonel Beltrame, les assassinats abominables à Nice, Samuel Paty. Il faut arrêter d'avoir des propos de demi-mesure comme on vient de l'avoir à l'instant. On n'a pas de doute sur cette association. On le sait, elle se revendique ouvertement de l'islamisme du président Erdogan. On sait aujourd'hui, ce qu'a dit Régis de Castelnau est frappé au coin du bon sens. C'est pas parce qu'il y a une possibilité de subvention qu'il y a un droit à subvention. C'est un choix extrêmement politique que fait aujourd'hui la municipalité de continuer la construction de cette mosquée dont on sait très bien que ce sera confié à cette association ou une association parallèle. Et donc c'est de la propagation d'une idéologie islamiste qui est meurtrière et qui tue en France. C'est absolument triste, dramatique
écœurant, je vais vous le dire, qu'on soit pas en capacité de dire les choses jusqu'au bout. On n'a pas de doute, c'est un projet islamiste qui est aujourd'hui subventionné par la mairie de Strasbourg. Et je vais veiller, d'ailleurs, on s'intéresse avec le groupe RN au Parlement européen, pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de fonds du Parlement européen qui soient déviés de la ville de Strasbourg vers ce projet de mosquée. Oui, parler de doute concernant cette association, c'est cracher sur la tombe de Samuel Paty. Nous sommes dans un pays où nous avons un problème avec l'islamisme, avec des gens qui essayent de nous imposer une manière de penser, une manière d'être qui est incompatible avec les valeurs de la République et qui est incompatible avec notre identité. À un moment, on est trop mou face à ça. Il faut combattre l'islamisme comme on combattait le nazisme en son temps. Regardez ce qu'est en train de faire le chancelier autrichien Sebastian Kurz. Il veut tout simplement criminaliser l'islam politique. Il faut aller vers ça. On ne peut plus faire dans la demi-mesure. À chaque fois qu'il y a un imam qui ne condamne pas le meurtre de Samuel Paty, qui ne condamne pas l'antisémitisme, qui ne condamne pas le sexisme, qui ne condamne pas l'homophobie, il n'a plus à être dans une mosquée. À chaque fois qu'une association fait exactement la même chose, cette association doit être dissoute. À un moment donné, on ne s'en sortira jamais avec toujours ce non-mais, mais attention, on n'est pas là dans une stigmatisation, on est là dans une idéologie mortifère, une idéologie criminelle qui est en train de s'emparer de notre pays, qui est en train de s'emparer de notre République. Donc l'islamisme tue, il faudrait peut-être le comprendre un jour. Alors on a Yamina en ligne avec nous qui voulait réagir. Bonjour Yamina. Oui, bonjour Valérie, bonjour à vous invités. Moi, je rejoins ce que Kevin Bossuet et Régis de Castelnau, mais aussi Jérôme Rivière. Jérôme Rivière, je rejoins ce qui vient d'être dit. Effectivement, encore une fois, on assiste à une avancée, par complaisance de la mairie de Strasbourg, de la majorité Europe Écologie Les Verts de Strasbourg, de l'islam politique en l'occurrence. Il n'y a plus de doute sur le fait que des associations turques sont proches, c'est des relais du pouvoir d'Erdogan. Je ne pense pas qu'il faille parler de doute aujourd'hui. Cette association en l'occurrence a refusé de signer la charte en expliquant qu'il y avait des points avec lesquels elle n'était pas d'accord, en l'occurrence quitter la religion, enfin la question de l'apostasie. Donc c'est contraire aux valeurs républicaines et c'est une autre. Encore une fois, cette complaisance va tuer ce que nous sommes, va tuer les valeurs de la République, va finir par achever l'universalisme qui nous habite, en tout cas l'humanisme surtout qui nous habite, et en laissant ces associations agir en toute impunité, alors qu'on s'attaque justement à des associations comme Génération Identitaire aussi facilement pour les dissoudre en très très peu de temps, et des associations qui bénéficient de subventions de centaines de milliers d'euros, l'UNEF en fait partie, qui propage une idéologie mortifère, Kevin Bossuet vient de le dire, mais qui propage des propos haineux anti-France. Jusqu'à quand on va se laisser faire en fait? Voilà, c'est la question que je me pose. Jusqu'à quand? Alors on rappelle que c'est un projet ancien, c'est ce qu'a précisé la maire de Strasbourg, qui avait été décidé en 99. Maintenant, les choses ont effectivement changé depuis 99. Et comme le disait aussi notre ami Alexis Bachelet, avec la loi sépaраtisme, il sera possible aujourd'hui de refuser ce financement. Jérôme Rivière. Moi, je voulais rebondir sur ce que vient de dire Lamina à propos de l'UNEF. Parce que on nous a dit c'est compliqué de dissoudre l'UNEF parce que c'est un syndicat représentatif. La réalité, c'est que l'UNEF aujourd'hui, c'est une association loi 1901, exactement le même statut qu'avait Génération Identitaire. Le ministre de l'Intérieur peut donc procéder aussi rapidement, aussi fermement, et c'est ce que, à titre personnel, j'attends de lui. Aujourd'hui, il est inadmissible de continuer à avoir des subventions d'argent public, nos impôts, déversés sur une association 1901
1901, qui fait la promotion de l'islamisme, puisqu'ils avaient mis à Grenoble une cible sur des enseignants, et qui fait la promotion d'un racisme absolument inacceptable en France aujourd'hui. Oui. Je voudrais ajouter... Attendez, Alexis, oui. Alexis. Oui. Je crois qu'on a changé de sujet là, parce qu'on est passé de la subvention à la mosquée de Strasbourg à la dissolution de l'UNEF, sur lesquels on peut faire le débat, mais c'est un autre débat, Monsieur Rivière. Il y a un lien. Le problème, si vous voulez... Il n'y a que vous qui ne voyez pas le lien, en fait. Non, mais bien sûr, mais Kevin, de toute façon, tu as toujours raison. Non, pas du tout. Si vous me permettez juste... Allez-y, Alexis, terminez. En fait, vous tenez des discours, d'abord de très tôt, ultra agressifs. Moi, j'aimerais bien voir dans la vie de tous les jours, si vous êtes vraiment au combat, comme on peut l'être, nous, les élus locaux, face à un certain nombre de dérives, de radicalisation, etc. Donc, c'est facile de faire les fiers à bras sur les plateaux de télé et à la radio. Moi, ce que je vous dis, c'est que c'est juste un tout petit peu plus compliqué que ce que vous racontez. Parce que, mais qu'est-ce qui est plus compliqué? On a une association. C'est de dire que parce qu'une collectivité locale vote une subvention, on est dans la complaisance, voire même la complicité avec l'islamisme politique. C'est quand même juste un raccourci énorme. Où est le raccourci? Je voudrais répondre à ça. Ça tombe bien. Je trouve quand même. Je voudrais répondre, Valérie. Peut-être Régis, tu es un peu plus nuancé. Mais non, mais c'est... Je vais pas être très nuancé là. Je vais pas être très nuancé là. Miligorus, je trouve quand même que c'est un peu pénible. Alexis. Quand on n'est pas... Pardon Valérie. Je suis à chaque fois dans le même type de plateau où parce qu'on n'est pas aligné à la parole dominante, on est tout de suite taxé d'être complaisant. Ça, c'est pas acceptable. Non, c'est pas complaisant. Vous ne m'intimidez pas parce que j'ai rappelé un certain nombre de faits factuels. Mais qu'est-ce que j'ai pas de leçon à recevoir vis-à-vis des combats contre l'islam politique. Je pense que j'ai mené aussi ces combats-là et je continue de les mener. Donc maintenant, je crois qu'il faut quand même un tout petit peu que vous acceptiez qu'on ne soit pas dans la politique politicienne comme vous l'êtes sur un certain nombre de sujets. Mais Miligorus est bien une association proche de la Turquie. J'ai dit très précisément que si cette association avait des liens avec l'étranger, en particulier, mais parce que je n'en sais rien, je n'ai pas été vérifié. Je n'en sais rien, voilà, à ce stade-là, excusez-moi, je n'ai pas fait une enquête de Valérie, police. je voudrais dire deux choses. Alors, attendez. Je voudrais répondre à Alexis. J'ai dit que cette association pouvait, grâce aux dispositions de la loi séparatisme que j'ai soutenue, être suspendue, comme d'autres associations, parce qu'effectivement, le combat, il se mène par rapport à un certain nombre de dirigeants. Alors, rapidement, parce qu'on a déjà une minute de débord. Deux observations. Première observation, on est à Strasbourg. Monsieur Erdogan est venu faire des meetings à Strasbourg. Il y a une réalité, une communauté turque. C'est pas moi qui l'ai autorisé. Oui, non, mais c'est pas la question. Non, mais ce sont des faits. Ce sont des faits. Que cette question de mosquée, du fait de cette présence et du discours qu'il avait tenu, est extrêmement problématique. Ça, c'est ma première observation. Ma deuxième observation, c'est que je rappelle quand même qu'ils ont voté, le conseil municipal de Strasbourg, la subvention, et ils ont refusé de voter une délibération contre l'antisémitisme. C'est quand même bizarre, je veux dire. Allez, on va pas refaire. On a déjà débordé. André Berkoff va nous tirer les oreilles. Merci à tous les quatre. On continuera ce débat un autre jour. Merci à vous. Et dans un instant, André Berkoff.